Bonjour à tous, nous nous retrouvons aujourd'hui pour traiter d'une notion fondamentale et qui occupe une place de plus en plus importante dans la jurisprudence car aussi simple que son appellation puisse paraître, elle reste une notion remplie de subtilité, l'une des formes de licenciement dans le droit de la fonction publique, l'abandon de poste. Qu'entendons-nous par abandon de poste? L'abandon de poste est défini comme la situation dans laquelle un agent public, fonctionnaire comme contractuel, s'absente de manière injustifiée et prolongée de son poste de travail et que ce dernier ne répond pas à une mise en demeure de reprendre ses fonctions par son administration employeur. Cette notion, aussi vaste qu'importante en pratique, repose sur le fondement d'un manquement à l'obligation de servir tel que consacré à l'article 28 du statut général qui justifie la réaction de l'administration que nous verrons plus tard. L'abandon de poste est encadré par l'article 20 de la loi du 13 juillet 1983, mais aussi la loi du 12 avril 2000 et enfin la circulaire du 11 février 1960 relative à l'abandon de poste. Voyons dès à présent les éléments qui caractérisent la notion d'abandon de poste à travers la situation de M. Gustave. Monsieur Gustave, fonctionnaire, nous raconte qu'il est absent de manière irrégulière et prolongée de son poste dans la fonction publique d'État pour partir avec ses enfants au Puy du Fou. Ce dernier nous informe également, avec une certaine fierté et un ton révolutionnaire, qu'il n'a ni informé son supérieur, ni eu aucune autorisation. Enfin, agacé contre son administration, les mises en demeure qu'il a pu recevoir, il les a rangées à côté de toutes les autres dans la corbeille à papier. Tout de suite, décryptons et faisons suite à sa demande d'explication de la notion d'abandon de poste en droit de la fonction publique. Si Gustave devait remplir une grille d'évaluation, ce dernier remplirait l'intégralité des conditions qui permettent de qualifier sa situation en abandon de poste. Une absence irrégulière totale, une absence prolongée, aucune raison valable ni justificatif, aucune information à son supérieur, aucune autorisation de l'administration et enfin pas de réponse aux mises en demeure de l'administration. Ces caractéristiques sont cumulatives et l'administration qui souhaite prendre des mesures contre l'agent devra s'assurer que chacune de ces conditions, aussi bien objectives que subjectives, sont fondées. En pratique, le point le plus délicat à vérifier est la volonté de l'agent de rompre tout lien avec son service. Et c'est pour cela que les mises en demeure sont envoyées et qui joueront un rôle essentiel dans la suite de la procédure d'abandon de poste. En l'espèce, les faits sont accablants et ne portent pas à débat. Monsieur Gustave nous a clairement affirmé qu'il ne souhaitait plus aucun lien avec son administration. Il souhaite même sortir un ouvrage au sein duquel il rédigerait tous les défauts de cette dernière. En tant que conseiller, on lui a dit que c'était peut-être pas la meilleure chose à faire. Nous allons vous présenter quelques exemples concrets pouvant constituer un motif d'engagement de la procédure d'abandon de poste. Tout d'abord, on peut citer le fait de se mettre en arrêt de travail sans prévenir sa hiérarchie, mais aussi le fait de ne pas rejoindre le poste auquel l'agent était muté, ou encore l'absence lors d'une formation professionnelle, enfin le fait de partir en congé sans avertir sa hiérarchie comme le fait M. Gustave. A contrario, certaines absences ne peuvent pas constituer un abandon de poste, notamment les retards, même de plusieurs heures, ou encore les journées d'absence injustifiées. Voyons tout de suite la procédure à laquelle l'administration doit se soumettre pour être dans les règles. D'ores et déjà, il convient de mentionner que la procédure d'abandon de poste est différente d'une procédure disciplinaire. Détaillons-la à Monsieur Gustave. Pour pouvoir prononcer la radiation des cadres ou des effectifs d'un agent pour abandon de poste, l'administration doit mettre en demeure l'agent de reprendre son service dans un délai approprié. La mise en demeure prend la forme d'une lettre recommandée avec accusé de réception ou d'une remise en main propre. Cette dernière doit contenir les informations suivantes: les informations sur l'agent public, la date où il devra rejoindre son poste, les sanctions encourues en cas de refus. Lors de la réception de la mise en demeure, voici une liste de ce que M. Gustave aurait pu faire. Il aurait pu rejoindre son poste avant la date mentionnée en justifiant son absence, donc aucune retenue sur salaire ne peut lui être appliquée. Cependant, il risque une sanction disciplinaire. Il aurait pu rejoindre son poste avant la date mentionnée. Sans justification, son salaire sera retenu en fonction du nombre de jours non travaillés. Il risque là aussi une sanction disciplinaire. L'agent peut aussi présenter sa démission. Néanmoins, son traitement pourra être suspendu pour toute la durée de son absence. Enfin, il peut refuser de rejoindre son poste et risquer la radiation, comme c'est le cas pour M. Gustave. La décision d'abandon de poste prend la forme d'un arrêté individuel notifié à l'agent. Celui-ci devra contenir la procédure et devra être motivé. La radiation de M. Gustave est prononcée à partir de la date de fin du délai fixé à l'agent pour reprendre ses fonctions. Elle ne peut pas être prononcée rétroactivement à la date du premier jour d'absence régulière. L'agent n'aura le droit à aucune rémunération.
Merci Flora. Tout de suite, étudions les conséquences de cet abandon de poste. Cette notion contient surtout un double effet consacré clairement depuis un arrêt de principe qui fait date en la matière rendu le 21 avril 1950, Sieur Giquel, consacrant donc d'une part la radiation et d'autre part l'absence de garantie statutaire et indemnitaire. Ainsi, Monsieur Gustave qui a commis un abandon de poste, l'administration pourra prononcer sa mesure de radiation des cadres qui, rappelons-le, n'est pas une sanction, cette dernière prend simplement acte de la rupture volontaire de l'agent. Cette mesure entraîne des conséquences, la perte de sa qualité de fonctionnaire ou de contractuel, la perte du droit à une indemnité compensatrice ou de licenciement, la perte des congés annuels non pris, la perte du droit aux allocations chômage et enfin, pas de communication du dossier à l'agent ni même aucun conseil de discipline. L'agent qui se place en situation d'abandon de poste est considéré comme renonçant délibérément aux garanties liées à son statut. Concernant les possibilités de recours, l'arrêté de radiation des cadres peut faire l'objet d'un recours pour excès de pouvoir, car celui-ci fait grief. Si le juge administratif annule l'arrêté de radiation des cadres pour abandon de poste, l'agent devra être réintégré et aura le droit à une indemnité égale au traitement qu'aurait perçu l'agent s'il était resté en fonction, à l'exclusion des primes et indemnités liées à l'exercice effectif des fonctions. Created using Powtoon.